Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Dev Café, l'émission quotidienne qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile. Et c'est chaque matin à partir de 7h sur cette même chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker et à partager. Et on est d'ailleurs aujourd'hui au numéro 60. Et sachant que lors de la 50e, j'avais organisé un petit concours, mais j'avais oublié de désigner les vainqueurs. Rassurez-vous, vous connaîtrez enfin la réponse lors de cette émission. Mais avant ça, je vous propose qu'on regarde les actus du jour. Lundi, c'était la grande journée pour Apple puisqu'ils ont sorti tout un tas de nouvelles versions, mais on en avait oublié un, à savoir Safari et plus particulièrement WebKit. Et du coup, je vais vous citer un peu toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc d'une part, il y a le Web Push qui arrive et qui permet d'envoyer des notifications même lorsque le navigateur est fermé. Le format AVIF de son côté supporte maintenant les images animées. Et pour ce qui est du partage d'écran, on a désormais la possibilité de partager uniquement une fenêtre. Et le dernier point, c'est autour de Passkeys. Alors je vous en avais déjà parlé, c'est grosso modo le remplaçant des mots de passe. Et Safari et WebKit sont également compatibles. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le site qui s'appelle passkeys.io qui vous permet d'ores et déjà de tester ce nouveau système et qui va donc fonctionner bien évidemment sur iOS via Safari, mais aussi sur Android et sur Chrome. Donc voilà, je vous ai mis le petit lien pour que vous puissiez voir comment le système fonctionne. Et en même temps que les nouvelles sorties d'OS, Apple a également mis à jour les guidelines pour l'App Store, et donc du coup voilà ce qu'il faut en retenir. Alors d'une part, désormais lorsque vous allez soumettre une application, bien évidemment il faut donner des identifiants pour qu'ils puissent tester, mais il précise que désormais il faut potentiellement leur donner vraiment tout pour qu'ils puissent avoir un mode de démonstration. Donc par exemple, il donne l'exemple d'un QR code. Si toutefois vous ne pouvez pas donner ces identifiants pour des raisons X ou Y, dans ce cas-là, il faut proposer un mode de démonstration de l'application. Mais là-dessus, j'ai pas compris s'il fallait faire une application dédiée uniquement pour la review avec ce mode de démonstration, ou alors est-ce que c'était l'application en mode normal qui devait fournir ce mode de démo. Là-dessus, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Et ensuite, et je cite, les applications qui capitalisent ou cherchent à profiter des événements récents ou actuels tels que les conflits, les attaques terroristes ou les épidémies ne sont bien évidemment pas tolérées. Ensuite, pour ce qui est du protocole Matter qui permet de faire communiquer les objets connectés d'une manière générale, là-dessus vous avez deux choix, soit utiliser le framework fourni par Apple dans iOS, iPadOS, etc., soit utiliser une solution qui est certifiée, donc c'est forcément dans ces deux choix-là. Pour ce qui est des NFT, alors c'est désormais autorisé, là-dessus il y a deux cas de figure. Pour accéder, pour visionner ce qu'il y a derrière un NFT, là-dessus, aucun problème. Par contre, pour ce qui est de l'achat d'un NFT, ça doit forcément passer par le paiement in-app. Et on comprend pourquoi Apple a bien envie de se prendre ces 30%. Ensuite, si vous écoutez de la musique via iTunes ou Apple Music, il va bien falloir préciser désormais quel est le titre et l'artiste en cours de lecture. En gros, ce qu'ils veulent, c'est forcément que vous utilisiez la musique pour de la musique, et par exemple si vous l'utilisiez pour faire un fond sonore, ça ne va pas marcher, c'est bien voilà de la musique pure et simple. Et ces nouvelles guidelines me permettent justement de rebondir sur les sondages que je vous avais proposés lundi et mardi, et je vous demandais si vous aviez déjà eu des applications qui avaient été soit retirées, soit supprimées des boutiques d'applications. Donc en comparant les résultats donc entre le Google Play et l'App Store, finalement les proportions sont relativement les mêmes. Et c'est-à-dire qu'une réponse sur deux a eu au minimum une application qui a déjà été retirée ou supprimée des stores. Et si toutefois on compare un tout petit peu plus entre l'App Store et le Google Play, il semblerait que sur l'App Store, généralement, une fois que l'application est retirée, vous ayez réussi à la réintégrer, chose qui est un peu moins évident côté Google Play. Et ça me permet une nouvelle fois de rebondir sur un article de Wired, et je vous incite vraiment à le lire, d'autant plus qu'il est en accès gratuit. Et il s'intéresse aux personnes qui valident les applications sur l'App Store. Alors d'une manière générale, ce que l'on apprend, c'est qu'il y a 500 personnes chez Apple qui sont à temps plein sur cette fonction-là, et chaque jour, ils doivent examiner 100 applications, et même, ils peuvent passer jusqu'à 1000 appels par semaine, c'est tout simplement donc énorme, et comme vous le comprenez, ça fait très peu de temps alloué à chaque application. Et dans l'article, on apprend qu'en 2020, lors du procès avec Epic Games, l'ancien responsable de l'App Store avait expliqué que pour être recruté, il y avait essentiellement deux critères, et vous allez voir, c'est très très négatif, à savoir pouvoir respirer et pouvoir penser.
C'est dire à quel point ils négligeaient vraiment les personnes, les 500 personnes, mais bon, bref. On apprend que les rejets d'applications sont toujours très vagues, justement car les guidelines ont été pensées ainsi, et parce qu'elles sont très peu précises, et je cite, d'une manière générale, donc les personnes qui vont valider les applications, il n'y a rien qui exige qu'elles soient interprétées de manière cohérente. Voilà, je les cite. Ça veut donc dire, d'une manière générale, c'est un peu à la tête du client. Et là-dessus, un ex-employé explique que le système marche selon la jurisprudence. Donc les nouveaux arrivants ont en moyenne 2 mois dans lesquels ils vont se familiariser en regardant les précédents rejets et approbations. Et ils ajoutent que très souvent, ils n'ont aucune connaissance technique et que donc leurs décisions sont très variables d'une personne à l'autre et par ailleurs, elles sont également très subjectives. L'article est encore relativement long et je ne vais pas tout vous le citer, mais donc je vous incite vraiment à aller le lire, d'autant qu'il est extrêmement intéressant. C'est juste voilà que c'est en anglais, mais bon, au pire, vous le faites traduire par Google Translate ou que sais-je. Mais en tout cas, ce qu'il nous montre, c'est que en cas de problème, eh bien, c'est vraiment du pile ou face vu ce niveau de subjectivité. Et du coup, je vous propose une première respiration en écoutant les actualités en bref. Steam est aujourd'hui la plus grande boutique pour acheter des jeux sur les ordinateurs. Même si l'Epic Game Store et le Windows Store essaient de lui grappiller des parts de marché, la boutique de Valve domine de main de fer et s'accroît 30% de commission sur chaque transaction. L'avantage toutefois de Steam est de proposer une libre tarification aux développeurs, et d'ailleurs pour les aider, un outil permet de suggérer des conversions de prix dans diverses devises. Et les augmentations concernent aussi cet outil, puisque ce qui était précédemment facturé 49,99€ sera désormais suggéré à 58,99€, soit une hausse de 18%. Mais certaines devises voient leurs tarifs exploser, comme le peso argentin passant de 650 à 3800, ou encore la livre turque qui augmente de 450%. A noter que ce ne sont que des tarifs suggérés et que chaque développeur peut facturer à sa guise. Sur iOS 16.1, il existe une fonctionnalité nommée Clean Energy Charging et permettant de recharger les iPhones en privilégiant les horaires où l'électricité a la plus faible émission de CO2. Malheureusement, ne comptez pas sur cette fonctionnalité en France pour le moment puisqu'elle est disponible qu'aux États-Unis. On passe maintenant aux ordinateurs et si vous avez un jour utilisé Windows, vous n'êtes probablement pas passé à côté des mises à jour de Windows Update. Mais il existe depuis 2016 son successeur nommé Unified Update Platform ou UUP. Contrairement à Windows Update, l'essentiel des calculs est fait à distance, venant ainsi réduire les données à télécharger ou encore le temps de calcul. Cela évitera aussi de faire plusieurs redémarrages lorsqu'il y a plusieurs mises à jour. Après autant d'années d'attente, une première preview va être lancée au cours du trimestre. C'est ensuite étonnant, mais Google va lancer sa propre école dans une université israélienne. Des cours de programmation, d'analyse de données ou encore de vente y seront prodigués. Dans ce pays, il y a en effet un manque cruel de travailleurs qualifiés dans le domaine, laissant pour compte des milliers de postes non pourvus. Le secteur représente pourtant 15% de l'activité économique où de très nombreuses startups sont fondées chaque année et des noms comme Waze, Mobileye et Wix devraient vous être familiers. La Reichman University subventionnera d'ailleurs des étudiants de communautés sous-représentées comme les femmes ou les personnes défavorisées. On se parle maintenant d'un produit qui ne se vendra probablement pas par millions puisque Vertu, une marque connue pour cibler le très haut de gamme, voire même le luxe, va lancer son Meta Vertu. Il s'agit d'un téléphone orienté autour du Web3, mais il se distinguera surtout avec du cuir d'Himalaya d'alligator et des diamants de 18 carats. Il faudra ainsi sortir plus de 42 000€ pour la version la plus luxueuse, ce qui ne sera pas à la portée de tout le monde. Et enfin, les plus nostalgiques d'entre vous se souviendront d'un téléphone qui s'est vendu par palettes entières et plus précisément 126 millions d'unités, le Nokia 3310. Si vous voulez à la fois un peu de déco et un souvenir des années 2000, la société Grid Frames propose un tableau avec une version décortiquée du téléphone. Vendu 140€, ce n'est pas forcément donné, d'autant que des frais de douane sont probablement à ajouter. On continue encore avec deux petites news en bref. La première, c'est qu'Android Studio a un nouveau logo et qu'iOS et iPadOS 16.2 est déjà disponible en version bêta. Côté processeur maintenant, vous connaissez très probablement les architectures x86 ou encore ARM, mais il en existe une aussi qui s'appelle RISC-V et qui se distingue par son aspect totalement open source, contrairement aux deux précédentes. Et là, on apprend que le support de RISC-V arrive dans AOSP, c'est-à-dire la version open source d'Android, et donc c'est très largement suite au boulot des équipes de Alibaba en Chine, donc merci à eux. Donc ça voudrait dire que dans les prochains mois, années, on devrait voir de plus en plus de téléphones, tablettes, etc. qui utilisent cette famille de processeurs. Mais vous allez me demander pourquoi est-ce que c'est intéressant, et tout simplement car ARM c'est un système propriétaire, donc les fabricants comme Qualcomm par exemple, ils doivent reverser des royalties sur chaque processeur qu'ils fabriquent,
Et surtout, RISC-V, c'est une architecture qui est beaucoup plus récente, parce que ARM, ça a été fait en gros à la fin des années 80, là où RISC-V, ça date du début des années 2010. Et au final, si on devait comparer entre ARM et RISC-V, on pourrait, pour schématiser, dire que ARM c'est un peu Windows et RISC-V c'est un peu le Linux. Donc ça ne veut pas dire que RISC-V va dominer ARM, mais voilà, chacun peut cohabiter et c'est deux philosophies différentes. Et pour conclure, en 2015, l'UFC Que Choisir avait assigné en justice Valve pour l'impossibilité de revendre un jeu dématérialisé, alors que c'est pourtant possible avec un jeu en physique. Et en 2019, donc vous voyez 2015-2019 ça a pris un peu de temps, le tribunal de grande instance de Paris avait donné raison à l'association, mais Valve avait immédiatement fait appel, ce qui avait mis en pause la décision. Et il y a quelques jours, l'appel vient d'être donné et on connaît donc la décision, et finalement c'est demi-tour total, puisque cette fois-ci c'est Valve qui est reconnu comme dans son bon droit. Alors le motif évoqué c'est que les jeux, parce que voilà, on est bien dans ce cas précis, peuvent être considérés comme des œuvres artistiques, et donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais si je vous parle de ce sujet, c'est que d'une manière générale, les licences informatiques, on a le droit de les revendre. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'en est-il des applications sur le Google Play et l'App Store ? Et là-dessus, du coup, je me suis amusé à regarder les conditions d'utilisation. Alors dans un premier temps, côté App Store, alors je vais les citer, vous n'avez pas le droit de céder, redistribuer ou concéder une application. Et chez Google, la phrase est un peu plus longue cette fois-ci. Vous n'avez pas le droit de vendre, louer, redistribuer, diffuser, transmettre, communiquer, modifier, concéder en sous-licence, ni céder un contenu en un tiers. Donc bref, le marché de l'occasion des applications ou des jeux mobiles, en tout cas, c'est pas prêt d'arriver. Et voilà, on peut donc conclure ce Dev Café et il n'y aura pas de sondage aujourd'hui, mais je sais que vous attendez les résultats du concours avec impatience. Alors pour rappel, le premier prix c'est le petit Dashlet, voilà que vous voyez juste ici, et qui est la mascotte de Dart et Flutter, et le second prix c'est une licence pour un IDE de chez JetBrains pendant 1 an. Alors là je vous mets en capture d'écran les 2 personnes qui ont été tirées au sort, bien évidemment j'ai masqué les informations pour pas que vous voyez tout. Alors si toutefois vous ne faites pas partie des vainqueurs, attendez, ne baissez pas les bras, parce que tant que j'ai pas eu les réponses, potentiellement je vais devoir faire un nouveau tirage au sort. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Alors sur ce, le Dev Café du jour est terminé, et en tout cas j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le like, et vous savez tous les trucs à faire dans tous les sens. Mais juste avant ça, depuis quelques temps, j'ai un peu changé la manière de faire les émissions, qui sont peut-être un peu plus condensées qu'auparavant, et rentrent mieux dans le format des 10 minutes. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous préférez cette nouvelle formule, ou au contraire vous préférez l'ancienne. En tout cas, de mon côté, on va clore ce Dev Café pour aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu une nouvelle fois, et je vous souhaite bien évidemment une bonne journée, et je vous dis donc rendez-vous demain à partir de 7h sur cette même chaîne YouTube pour le prochain Dev Café. Bonne journée!